Bonjour à tous, nous allons commencer ce webinaire. Alors, je suis Benoît Lopez, conseiller en urbanisme au CAU du Loiret et je suis accompagné par Aurélie Gerbe, conseillère en paysage et urbanisme. Bonjour à tous. Le webinaire organisé par le CAU du Loiret est intitulé Revitaliser et investir les centres-bourgs. Il s'inscrit dans le cadre d'un programme Fonds vert sur la sobriété foncière et la transition écologique qui se déroule sur 18 mois. Celui-ci abordera les possibilités de redynamisation des centres-bourgs, en mobilisant les espaces délaissés, le bâti vacant, patrimonial, les tissus vétustes, en friche et les dents creuses, en retrouvant des commerces, des entreprises, du logement ou des services et des équipements, et en favorisant l'attractivité des lieux pour attirer de nouveaux habitants et visiteurs. Je laisse maintenant la parole à Aurélie. Donc ce webinaire se déroulera en 3 parties. Dans un premier temps, nous allons voir pourquoi restaurer et investir les centres-bourgs. Nous vous présenterons 3 exemples de projets réalisés. Et enfin, nous vous présenterons les outils que vous pouvez mobiliser pour réinvestir vos centres-bourgs. Donc, dans un premier temps, pourquoi revitaliser et investir les centres-bourgs? Le Loiret a aujourd'hui une croissance positive. Cependant, celle-ci est contrastée sur le territoire. En effet, on peut constater avec cette carte que les grandes villes comme Orléans Métropole, Pithiviers ou Montargis ont une croissance plus grande, tandis que les milieux ruraux ont tendance à perdre des habitants. Au sein d'une même commune, la croissance et le gain d'habitants est également inégal. En effet, les centres-bourgs ont tendance à perdre des habitants, ne pas en regagner, tandis que les zones périphériques ont plus de personnes qui viennent y vivre. Ce phénomène se retrouve aussi au niveau des commerces qui sont de plus en plus délocalisés vers les périphéries. Tout ceci vient augmenter l'étalement urbain. Cette perte d'habitants a également un impact sur l'identité locale. Vos communes, en fonction des territoires, ont des identités, des formes urbaines qui les distinguent et marquent leur appartenance à un paysage. On retrouve par exemple les bourgs linéaires, en étoile ou compacts, mais aussi des typologies architecturales différentes, comme par exemple des pans de bois à certains endroits, des types de tuiles qui viennent varier, des encadrements en pierre, des maisons avec des formes différentes, des fermes, des maisons de maître, des maisons ouvrières. Et donc perdre des habitants dans vos communes, c'est souvent perdre ce patrimoine qui n'est plus entretenu, qui vient s'abîmer, et c'est donc perdre l'identité de vos communes. Nous allons donc principalement parler dans ce webinaire de leviers pour revitaliser vos centres-bourgs, l'architecture et l'urbanisme comme levier. La dévitalisation des centres-bourgs se fait souvent dans plusieurs types d'espaces. Dans les bâtiments qui deviennent vacants, dans des friches qui se créent ou encore dans des dents creuses qui sont préexistantes. Le bâti vacant, ce sont souvent des bâtiments inoccupés, vétustes, car il y a eu des problèmes de succession ou qu'ils sont gardés vacants par des propriétaires, qu'il y a des problèmes d'accessibilité. Ça peut être d'anciens commerces, des logements ou encore des équipements communaux. Les friches, ce sont des terrains précédemment exploités par l'homme dans un état d'abandon, dégradé, potentiellement colonisés par la végétation spontanée. Ce sont souvent des bâtiments de grande surface, des friches urbaines, industrielles, commerciales ou encore agricoles. Et enfin, les dents creuses sont les espaces non construits dans vos communes, des parcelles entourées de bâtis, plus ou moins grandes. Ça peut être des parcelles agricoles, des anciens jardins divisés, ou encore des zones urbaines démolies ou à démolir sans programme. Tous ces espaces délaissés sont donc les principaux leviers pour réinvestir vos centres-bourgs. Avant de réinvestir ces espaces délaissés, il est important de venir définir des objectifs pour votre revitalisation. Ça peut être, par exemple, retrouver des habitants, rénover l'habitat pour l'adapter aux demandes actuelles, améliorer le confort thermique. Pour offrir un cadre de vie attractif, retrouver de la fréquentation en centre-bourg. Pérenniser les commerces et services, concentrer les activités. Favoriser la biodiversité. Proposer des alternatives à la voiture individuelle avec par exemple une promotion des déplacements piétons et cyclables.
Cela peut être pour valoriser votre patrimoine architectural ou paysager, et enfin pour améliorer l'accessibilité de tous à vos centres-bourgs. Ce panel de possibilités est vraiment vaste et vous pouvez venir traiter un ou plusieurs axes en même temps pour revitaliser vos communes. Une fois les objectifs définis et les besoins identifiés, par exemple en logement, équipement, commerce ou entreprise, il faut adapter aussi en fonction du bâti délaissé et disponible. Cela peut être à la fois une reconversion de bâtiments d'un ancien usage vers un nouvel usage, un renouvellement urbain, une construction dans un tissu déjà bâti ou par exemple une renaturation. Dans tous les cas, il faut rechercher l'adéquation entre le site existant, le foncier ou le bâti, qui soit adapté à une nouvelle fonction. Et plusieurs questions sont également à se questionner. Donc, quel est le potentiel d'évolution, la compatibilité avec le site, mais également la situation stratégique sur le territoire et est-ce que cette nouvelle fonction est judicieuse par rapport à cette situation géographique. Afin de rechercher cette adéquation, vous pouvez intervenir par étapes dans vos centres-bourgs. Cela passe par un diagnostic fin, identifier et définir un programme, choisir des outils, mobiliser des dispositifs, préparer l'accompagnement, notamment avec les partenaires, mettre en œuvre les projets, les réaliser et réaliser les travaux, et ensuite suivre, adapter après la livraison et aussi voir un peu l'évolution du projet. Nous allons vous présenter 3 démarches de projet qui reprennent les 3 principes de revitalisation des centres-bourgs. Par le bâti vacant, nous allons présenter la maison de santé à Ferrières-en-Gâtinais. Le renouvellement urbain par la revitalisation du cœur de village à Dixmont. Et une dent creuse par le clos de logements locatifs sociaux à Chessy. Donc tout d'abord, pour le bâti vacant, nous allons vous présenter la reconversion d'une bâtisse en bâtiment médical à Ferrières-en-Gâtinais. La situation de la commune est située au nord-est du Loiret, son bassin de vie est Montargis, situé à environ 10 km. C'est une commune rurale dont sa population est en croissance, environ un peu moins de 4000 habitants. L'église est classée et il y a un site patrimonial remarquable avec un périmètre patrimonial modifié en centre ancien. Le CAE est intervenu en amont du projet en 2015. Sur l'entrée de bourg, vous avez le projet initial sur la carte. Après cette réflexion, la commune a fait appel à la Chambre de commerce et d'industrie en 2016 pour mettre en évidence que 30% de la population de Ferrières se rend en centre-ville pour le médical. Les élus se sont questionnés et ont souhaité mener le projet d'extension de la maison de santé sur ce secteur que vous avez identifié ici. Donc le conseil du CAE a été poursuivi en 2016 sur un ensemble architectural de grande qualité patrimoniale, actuellement non entretenu, jouxtant des bâtiments communaux. Le choix des élus s'est progressivement porté sur la reconversion de cet îlot qui touchait la Poste, qui a été fortement dégradé. Initialement, vous aviez donc des bâtiments de stockage, la Poste, des appartements, la maison des jeunes sur la partie sud de l'îlot. Et au nord, il y avait un cabinet de médecins dont le médecin allait partir à la retraite et une maison vacante au nord avec un préau. Après un diagnostic, la définition des enjeux et les propositions de scénario, le CAU a accompagné la commune pour construire une vision d'ensemble et définir sa commande afin de faire appel à un maître d'œuvre. C'est le projet qui a été retenu à la suite de la réflexion sur la partie droite. Plusieurs services ont été remaniés pour la partie sud de l'îlot. France Travail est arrivé. Et pour la partie nord, nous allons le développer dans la présentation. L'intervention a permis le renouvellement urbain de l'ensemble, participation à l'attractivité et à la revitalisation du centre-bourg urbain ancien. Cette reconversion participe également à la valorisation de l'architecture locale du Gâtinais. La grange séchoir que vous avez sur la photo de gauche, préexistante, a été démolie pour laisser place à un volume similaire en bois, légèrement décalé de sa position initiale, pour scinder l'îlot en 2 parties et mettre en valeur la tour de l'édifice de la maison vacante.
La restructuration du bâti a permis la création de plusieurs cabinets pour l'accueil de médecins, psychologues, kinés, podologues ou encore infirmiers. Et il y a également eu l'aménagement de plusieurs appartements dans la tour du bâtiment. Pour arriver à ce résultat, la collectivité a fait appel à un assistant à maîtrise d'ouvrage pour analyser l'existant, définir les besoins, consulter les recommandations de l'architecte des bâtiments de France sur les orientations patrimoniales, présenter plusieurs scénarios possibles en associant les futurs utilisateurs à la programmation. Et il y a également une annonce du cadrage financier et des calendriers. Ensuite, il y a eu le recrutement d'un maître d'œuvre, atelier B2A, Bourgoin, architecte et associé. Il y a eu également la recherche de financement. La collectivité a fait appel au fonds Friche, au conseil départemental et au CRST. Puis, en 2023, il y a eu les dépôts des permis de construire, puis 2024, pour le début des travaux lancés en janvier 2024 et l'ouverture de l'établissement en septembre 2025. L'architecture vernaculaire a été privilégiée. Construction en bois, encadrement de fenêtres en briques, volets en bois, enduits brossés et pavage. Tous les espaces publics ont été repris autour de l'îlot. Trottoirs abaissés, des plantations au pied de mur et la végétalisation du cœur d'îlot ont été réalisés. L'intérieur de l'îlot a également été réaménagé, respectant le contexte patrimonial des lieux, vous l'avez bien compris, avec des poches de stationnement pour l'accueil des visiteurs et des habitants, donc qui ont été créés à l'intérieur de l'îlot, et l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et également les poussettes a été repensée. L'intérieur des bâtiments a fait l'objet d'une réhabilitation complète en respectant le bâti ancien. Un ascenseur a été installé pour rendre accessible l'espace des services. Et les espaces de circulation et d'attente intérieure ont été organisés de façon à créer une grande galerie ouverte de part et d'autre de l'îlot, de la place, et laissant place à l'ancien Grange Préau. Donc ça permet de faire la connexion entre les deux espaces vides de part et d'autre. Ce projet a apporté à la commune le maintien de la population et renforcé l'attractivité de la collectivité en termes de lieu de vie et de visite. Respect de la mise en valeur de l'architecture locale et proposer une complémentarité d'offres de services et d'équipements de santé à destination des habitants. Nous vous invitons à retrouver l'ensemble de nos fiches références du projet départementaux et des régions naturelles limitrophes sur le site dédié de l'action Sobriété foncière et transition écologique. Vous avez un exemple de fiche pour cette réalisation ici, présentée en support. Et le site dédié, c'est sobriété-foncière-loiret.eu. Comment sont composées ces fiches? Vous avez les infos des maîtrises d'œuvre, l'information sur les maîtrises d'ouvrage, l'année de la réalisation du projet, les surfaces et les coûts. Vous avez également un plan masse de la réalisation qui explique en détail l'intégration de la réutilisation du projet, comment s'est produit le projet. Et ensuite, vous avez quatre catégories descriptives du projet. Vous avez l'ancien usage, le nouvel usage, les enjeux pour réaliser ce projet et les types d'interventions réalisées. Pour, de façon plus générale, préciser le programme dans le cadre d'un bâti ancien est important. Puisque chaque intervention est au cas par cas et en fonction de l'usage passé et du nouveau programme. Il faut se poser les bonnes questions et quoi conserver sur le bâti d'origine. Ça peut être l'intégralité du bâtiment ou simplement une partie, ça peut être à la fois la structure, l'enveloppe, une tranche, une façade ou encore un élément marqueur, un signal de l'usage passé du site. Comment adapter un bâti vacant et retrouver d'autres usages? Cela peut passer par l'ouverture en façade ou faire un appel depuis la rue, ou en créant des extensions, par exemple en modulant un module détaché de la structure, une extension en faîtage perpendiculaire, une surélévation, une extension imbriquée, ou encore le prolongement du bâti existant. Dans tous les cas, un diagnostic fin du bâtiment déterminera l'état et de ces différents éléments constitutifs et guidera sur l'attitude à adopter.
J'espère que nous avons bien éclairé sur le bâti vacant et je laisse maintenant la parole à Aurélie qui va vous présenter un autre projet et un exemple de renouvellement urbain. Merci Benoît. Donc en effet, nous allons maintenant présenter un projet de renouvellement urbain qui se situe dans la commune de Dixmont, dans l'Yonne. C'est une commune qui est dans le nord de l'Yonne, à proximité de Sens, dont elle fait partie du bassin de vie. C'est une commune rurale. Elle se situe à 20 km de Sens, qui est la grosse ville. Et c'est une commune avec l'église qui est classée, donc également dans un périmètre de protection des monuments historiques, qui recouvre ici tout le centre-bourg. Le projet initial des élus a commencé en 2016. La commune a commencé à acquérir des terrains qui étaient vacants, une boulangerie par exemple qui a fermé, dans l'objectif de venir enlever ce tissu sclérosé en centre-bourg. La volonté première était de remplacer cet espace par un bar qui avait lui-même fermé un petit peu plus loin, et de venir installer une crèche. Le conseil ici sur cette commune a été mené par le CAUE de Lyon. Donc on voit à l'est l'ancien bar, à l'est la mairie et l'école. Et donc le tissu qui a intéressé la commune en premier lieu est le périmètre rouge. C'est un tissu de petites maisons avec un accès très limité, une venelle, qui est en très mauvais état et qui fait face à une place. La place a été évoquée par les élus comme le lieu intéressant pour refaire un bar parce que ça pouvait faire un lieu de convivialité. Cependant, quand le CAUE remarque ce projet et cette place, il se dit « Ah, est-ce que c'est vraiment une place, sachant qu'elle est entourée par des voies de circulation, que ça a en plus un effet rond-point, qu'elle est très étroite ?» Donc les premiers enjeux définis sur cet espace vont être de résorber la vacance dans cet îlot, le dédensifier pour proposer une nouvelle habitabilité, retrouver une place de cœur de village et offrir de nouveaux équipements pour dynamiser le centre-bourg. Donc, il y a le premier conseil du CAUE en 2016 et à la suite de ceci, une étude de faisabilité est lancée avec le cabinet d'architecture HVR, Julie Collin paysagiste et Digenum économiste. Cette étude permet de développer des options programmatiques d'implantation du projet dans cet îlot et de définition du budget. Le projet est également présenté aux habitants dans des ateliers de concertation et c'est l'occasion de mener une première réunion de financement avec la région, la communauté d'agglomération ou encore la préfecture pour voir un peu où la commune pouvait se situer en termes de financement du projet. En 2019, la commune lance un concours de maîtrise d'œuvre avec le choix d'une équipe sur la base d'un scénario. Au même moment, arrive dans la commune un legs d'une maison à côté de la mairie. Donc on peut voir en rouge le périmètre du concours et en jaune le legs qui a été fait à ce moment-là à la collectivité. Il s'agit d'une maison sur rue et à l'arrière de dépendance avec un garage. Ce legs se situe juste à côté de l'école. En parallèle de l'étude de faisabilité et du concours, une classe avait été fermée dans la commune et plutôt que de faire une crèche dans le nouvel îlot, il avait été choisi d'installer la MAM dans l'ancienne salle de classe. Cependant, au moment où le legs est fait, la mairie a la possibilité de retrouver une classe, de réouvrir une classe pour son école, sauf qu'ils sont maintenant à court de locaux pour pouvoir l'accueillir. Donc, la première idée est de venir dans cet îlot créer une salle de classe pour permettre la réouverture. La volonté est également de conserver le bâtiment d'habitation et d'y aménager potentiellement une maison médicale. Donc en 2020, entre 2019 et 2020, le concours est relancé en intégrant ce nouvel îlot. Et en 2020, les études commencent avec le lauréat du concours qui est Atelier Cité Architecture, Tragéo et 3IA, Bureau d'études. Les études se déroulent pour définir le projet avec les phases de diagnostic, AVP, Pro. Puis, il y a une nouvelle consolidation des financements avec les partenaires.
Et enfin, en 2021, les premiers travaux sont lancés. Ces derniers s'étaleront de 2021 à 2024. Ils sont découpés en 3 phases. Première phase, l'îlot du legs, le plus important à faire pour réouvrir la classe au plus vite. L'îlot des taillandiers, le premier îlot. Et enfin, les espaces publics qui sont intégrés au projet. On peut voir ici donc le plan initial du projet, l'îlot des taillandiers très dense, les espaces publics en vert et en jaune l'îlot du legs qui est également aussi lui un petit peu dense. Et maintenant le projet. Donc sur l'îlot du legs, la parcelle à l'arrière de l'école a été grandement démolie. La parcelle à l'arrière du bâtiment sur rue a été grandement démolie. Le bâtiment sur rue a été conservé pour créer un cabinet médical au rez-de-chaussée et des logements locatifs à l'étage. Et à l'arrière, dans tout l'espace complètement démoli des granges, il y a eu l'extension de l'école qui a été faite, connectée à l'école par sa rive sud-est. Sur l'îlot des Taillandiers, ici, tous les bâtiments ont été démolis car beaucoup trop vétustes. Le commerce un commerce est venu s'installer en façade de rue. À l'arrière, ce sont des espaces publics qui sont venus s'installer. Et enfin, sur tout le périmètre des espaces publics de la place, la volonté était de dévier la circulation au sud et de venir décaler la place sur la façade nord adressée au commerce. L'espace public a été aussi largement végétalisé et les rues apaisées. Ce projet a coûté au total 2,5 millions d'euros à la commune, mais celle-ci s'est fait aider grandement par des financements. Elle a fait 27 demandes de financement pour recevoir au total 21 financements acceptés, ce qui lui a permis de payer de presque 3/4 ou 2/3 les travaux. Ici, on peut voir le commerce multiservice qui a été repensé dans l'îlot des Taillandiers, dans le premier îlot de tissu sclérosé. Ce commerce a été pensé comme un espace séparable. Il y a 3 entrées pour pouvoir séparer le bâtiment en 3 s'il y a plusieurs exploitants. Cependant, aujourd'hui, celui-ci est exploité par une seule entreprise qui est un restaurant, bar, épicerie. Le bâtiment est implanté en façade de rue sur la place avec une petite terrasse qui est mise à l'abri par un massif végétal. Le projet reprend la forme urbaine locale. On peut voir la forme du toit qui reprend celle du bâtiment à côté. Et il y a également des matériaux locaux qui ont été choisis, comme de la tuile de Bourgogne, avec une option tuile solaire, des enduits à la chaux et également de la pierre de Bourgogne utilisée en soubassement. Le bâtiment est également adapté au changement climatique, avec par exemple des casquettes et des stores qui sont installés aux fenêtres ou des brises-soleil. Et tout le bâtiment est pensé bioclimatique avec une ossature en bois, avec des isolants biosourcés. On peut voir sur l'image à droite la séparation possible du commerce avec des claustras et à l'étage l'autre séparation qui est faite sur la mezzanine. À l'arrière du projet, donc tout a été démoli pour venir recréer un espace de vie, un espace de convivialité pour les habitants. On retrouve tout d'abord une poche de stationnement et une vraie rue qui a été ouverte, mais également un petit terrain de pétanque et une aire de pique-nique. Et l'espace est aussi fortement végétalisé. Dans l'îlot du Legs, on peut voir ici la maison sur rue qui a été rénovée, en maison médicale au rez-de-chaussée et en cabinet et en logement locatif à l'étage. La rénovation du bâtiment a été assez simple, avec par exemple en façade une ouverture de fenêtre qui a été faite, la rénovation des enduits, le changement des menuiseries ou encore une homogénéisation des volets. À l'arrière, un espace de stationnement a été créé pour les praticiens et les locataires, entouré de végétal, et un petit jardin privatif a aussi été conservé pour le logement en location. L'arrière de l'îlot a quant à lui été destiné à l'extension de l'école. On peut voir ici que les mêmes principes architecturaux ont été utilisés que pour le commerce, donc des tuiles solaires, des brises-soleil, des enduits à la chaux.
La particularité ici a été que sur les démolitions des granges, l'architecte a eu la volonté de conserver quelques murs pour venir faire les délimitations entre les espaces d'école et les espaces du cabinet médical. L'intérieur de l'extension se compose donc d'un couloir qui permet de mener à l'ancienne école et d'une salle de classe qui a été complètement rénovée avec des matériaux principalement en bois. Au niveau des espaces publics, on peut voir ici une photo avant-après de la place. On voit que la voirie a été complètement réaxée, ce qui permet de créer une belle place au niveau des commerces. La fontaine a dû également être déplacée, remise au centre de la place. Quelques bancs y sont installés autour pour profiter du cadre de vie. La rue a, quant à elle, été apaisée. Un système de plateau permet de faire ralentir les voitures en entrée et en sortie de place. Cela permet d'avoir des trottoirs à niveau pour améliorer le confort des piétons. Des arbres d'alignement ont été plantés pour apporter de l'ombre sur les espaces publics. Il y a également des stationnements perméables qui ont été installés et des grandes bandes de pelouse ont été installées le long des façades pour permettre une meilleure désimperméabilisation de l'espace. Sur ces bandes de pelouse, le CAU a travaillé en partenariat avec la commune pour créer des ateliers participatifs de plantation, de fleurissement avec les habitants. Et enfin, au niveau de la mairie, le projet s'est étendu jusqu'à la mairie de renouvellement des espaces publics, permettant de créer un nouveau parvis à la mairie et à l'école. Tous les espaces piétons ont également été imaginés en béton désactivé pour venir qualifier l'espace et améliorer le cadre de vie. Donc c'est un projet sur le temps long, entre 2016 et 2024, qui s'est fait dans la commune de Dixmont, qui est vraiment venu métamorphoser la commune. Pour faire ce projet, il a été important d'accepter de démolir une grande partie des bâtiments pour vraiment améliorer le confort de vie des habitants. Le commerce est devenu le point central de cette commune. Il apporte de la dynamique et de l'attractivité. Il a même un rayonnement sur les communes alentours. Et les espaces publics, combinés à l'architecture, mettent en valeur le patrimoine, créent un cadre de vie agréable et apaisé. Ce renouvellement dans la commune a également inspiré les habitants eux-mêmes qui commencent à faire des ravalements de façades sur leur propre habitation. Je laisse la parole à Benoît pour la prochaine référence. Maintenant, nous allons parler des encreuses. Donc, on va vous présenter le projet du clos de logements sociaux, locatifs sociaux à Chessy. Donc, vous pouvez voir sur la carte que déjà Chessy est située, c'est une commune périurbaine dont le bassin de vie est Orléans, située à peu près 15 km. Sa population est d'environ un peu moins de 9 000 habitants en croissance et cette commune est située au centre du Loiret. L'église est classée et le château est inscrit et il y a un périmètre patrimonial modifié en centre ancien. Donc vous pouvez voir sur la carte que finalement le projet situé en vert est intégré et compris dans ce périmètre des bâtiments, des monuments historiques. L'enjeu pour les élus, c'était de créer une opération d'habitat dense, mixte et qualitatif en centre-bourg. Afin de limiter son étalement urbain, la commune de Chessy a travaillé avec les résidences de l'Orléanaise pour créer des logements abordables en centre-bourg. Le projet a été imaginé dans une dent creuse à l'arrière de l'artère principale de la ville. Elle était précédemment occupée par un pavillon qui a été, lui, non conservé et plusieurs jardins privés. Cette opération que vous pouvez découvrir sur la diapo, compacte, comptabilise environ 40 logements à l'hectare. Elle est dense et organisée et aménagée tout en sobriété. Elle veille à la fois à la qualité du cadre de vie des futurs habitants attendus par une opération en milieu périurbain. Le projet s'adapte à la forme hétéroclite des parcelles, donc on va le détailler par la suite. En premier plan, vous avez le long de l'avenue un front bâti en R+1 qui a été recréé avec 3 logements colocatifs pour la partie gauche et des maisons mitoyennes pour la partie droite.
Le gabarit des constructions respecte la morphologie urbaine avoisinante, historique, et du relief a été apporté en façade avec l'ajout de volets en bois colorés. L'accès à l'îlot se fait par le porche que vous avez sur la photo. Il dessert une cour en impasse où l'on retrouve une forme urbaine composée de plots de maisons mitoyennes ou individuelles qui sont organisées les unes par rapport aux autres, favorisant l'intimité entre les logements. Celles-ci reprennent la morphologie du bâti environnant, donc un étage, des toits à deux pentes, des couvertures en ardoise et des enduits dans les tons clairs. Sur les photos, vous pouvez voir que le bardage en bois a été ajouté sur certains pignons pour offrir une esthétique naturelle aux maisons, qui est en harmonie avec le cadre avoisinant qui est végétalisé. Les logements sont traversants, orientés pour la plupart nord-sud, et leur implantation favorise des vues ouvertes sur la végétalisation, garantissant à la fois l'intimité des habitants et la ventilation naturelle des logements. Vous pouvez également retrouver des panneaux solaires en toiture. La majorité des maisons disposent d'un jardin privatif avec terrasse et les séparations sont faites avec des haies ou, pour des plus grands, il y a eu également des plantations d'arbres. Pour mailler ce clos, il y avait précédemment une venelle qui était située au nord de la dent creuse. Celle-ci a été conservée et elle s'ouvre sur les quartiers adjacents à l'est et à l'ouest. Une venelle a été complétée par un bassin de rétention végétalisé qui est un parc récréatif qui favorise, créant aussi un îlot de fraîcheur. L'impasse est végétalisée avec des arbres plantés régulièrement, mettant à la fois la distance des maisons et apportant de l'ombrage au cheminement. Les espaces publics participent également à la qualité du cadre de vie des habitants et des riverains. Les trottoirs et les places de stationnement en béton désactivé apportent de la qualité aux circulations au sein du clos. Vous voyez que sur la photo, la différence de couleur entre les espaces de circulation et les espaces de stationnement. Sur la partie droite, une placette centrale a été aménagée avec des plots en béton faisant office de banc, permettant à la fois d'organiser l'espace et permettant aussi aux habitants de se retrouver et profiter pleinement des espaces publics. La construction de 19 logements locatifs sociaux allant du T2 au T4 a été réalisée. Vous retrouvez toutes les informations sur cette fiche. Pour des questions de maîtrise foncière, le projet a été réalisé en 2 tranches car l'opérateur n'avait pas la totalité de la maîtrise foncière. Le but de cette opération a été apporter de nouveaux habitants, entre 40 et 60 habitants, en centre-bourg, en recyclant du foncier en dent creuse qui était déjà existant dans le tissu urbain. Plus généralement, dans le cadre d'une dent creuse, il y a plusieurs principes et attentions à avoir. Déjà, respecter l'existant. Ça peut être à la fois le bâti existant ou le végétal. Il y a également repenser la place de l'automobile. Est-ce qu'elle dessert à la fois les parcelles individuelles ou l'automobile est regroupée sur un secteur de l'opération? Dans le déplacement, il faut prendre en compte aussi les circulations, les mobilités douces et le vélo. Il y a également offrir des espaces intermédiaires entre privé et public qui permettent aussi d'organiser ces limites, donc comme espace vraiment de respiration et îlot de fraîcheur, écran de verdure, lieu de sociabilisation, de balade, récréatif ou d'observation. Ces espaces permettent aussi de garantir l'intimité et mettre à distance le bâti. Dans ces ensembles urbains aussi, il est question de concevoir un habitat évolutif et des locaux partagés. C'est pour ça qu'il faut penser en amont l'opération. Donc penser la construction comme un habitat évolutif pour à la fois l'accueil d'un parent ou la naissance d'un nouvel enfant, mais également l'espace de partage pour se retrouver, qui peuvent à la fois permettre de partager les coûts de fonctionnement comme une buanderie, des salles communes, d'ateliers ou de garage. Prolonger les logements par des espaces extérieurs est également important puisque cet espace doit être pensé comme une véritable pièce supplémentaire au logement. Cela peut prendre forme comme un patio ouvert, une cour, un jardinet,
un jardin vertical, une loggia, une terrasse ou un balcon. L'ensoleillement des logements et l'intimité des habitants par rapport à leurs voisins doivent guider aussi la conception et l'organisation d'un quartier intensifié pour assurer le cadre de vie et la vie paisible et attractive du quartier. La gestion des nuisances sonores ou encore la protection de l'ensoleillement avec des températures élevées par des éléments techniques ou le végétal peuvent être des solutions proposées. Nous allons maintenant voir comment on peut s'organiser de l'opération, mais effectivement, c'est du cas par cas. Donc, pour l'aménagement d'une dent creuse, les réflexes à avoir, c'est d'abord rechercher un foncier disponible dans une aire géographique satisfaisante en fonction de l'usage et du projet qu'on souhaite réaliser. Il faut adapter le projet aux contraintes du site, l'accès, l'ensoleillement, les proximités voisinage, la trame paysagère, le bâti existant, en lien aussi avec les attentes du projet, la mitoyenneté, les décalages ou une opération beaucoup plus globale. Réaliser un projet cohérent à l'échelle de l'îlot, hauteur, les vis-à-vis, les matériaux, mesurer les nuisances également, l'intimité, le bruit, être attentif à la biodiversité, l'écoulement des eaux pluviales, la proximité d'une route passante. Qu'importe le site et le projet, il faudra avoir un point de vigilance sur l'architecture, bâti et le végétal déjà en place, et également la proximité alentour avec les riverains et les circulations avoisinantes. J'en ai fini avec la présentation de cette référence et de cet enjeu, qui peut être aussi un élément important pour la revitalisation de vos centres-bourgs. Je laisse la parole à Aurélie qui va vous présenter les outils mobilisables. En effet, nous avons évoqué au travers de ces exemples plusieurs manières de revitaliser les centres-bourgs. Nous allons vous présenter maintenant une liste non exhaustive d'outils que vous pouvez mobiliser pour lancer ce type de projet. Le premier objectif dans les centres-bourgs va être de lutter contre la vacance et la dégradation des biens architecturaux. Vous pouvez par exemple mettre en place des mesures contraignantes pour les habitants, comme des mesures d'expropriation des immeubles. Ça peut être des déclarations d'abandon manifeste, des expropriations pour cause d'utilité publique ou la déclaration de biens vacants sans maître. L'objectif de ces procédures va être pour la commune de devenir propriétaire des terrains. Vous pouvez aussi mettre en place des taxes sur les logements vacants. Taxes sur les logements vacants ou taxes d'habitation sur les logements vacants. Cette taxe va permettre d'encourager les propriétaires à remettre les biens sur le marché, soit les vendre, soit les louer ou autres possibilités. Et enfin, vous pouvez aussi mettre le même principe de taxe sur les friches commerciales pour inviter les propriétaires à réhabiliter, adapter leurs biens ou les vendre. Vous pouvez aussi mettre en place des mesures incitatives pour venir prendre soin du patrimoine. Donc vous pouvez par exemple mettre en place un site patrimonial remarquable. Ça va être un espace délimité dans la commune avec un cahier de prescription qui va être donné aux habitants pour améliorer la qualité architecturale de la ville. Vous pouvez aussi mettre en place une OPARU, opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain. C'est principalement quand il y a beaucoup de bâtiments dégradés. Elle peut être mise en place avec votre EPCI local, déterminée sur un périmètre dans lequel les propriétaires privés ou bailleurs privés vont pouvoir être accompagnés par cette OPARU pour améliorer leurs projets, des accompagnements sur l'écologie, sur l'isolation ou autre. Et cet accompagnement peut également mener à des financements en fonction des projets. Et enfin, vous pouvez être vigilant aux différentes opérations de revitalisation qui sont lancées par l'État, comme Village d'avenir, Petite Ville de demain, des politiques ANCT ou encore des appels à projets. Ces opérations de revitalisation des territoires vont vous permettre d'être accompagnés dans les démarches que vous pourrez mener dans vos communes. Vous pouvez aussi venir en amont de ces opérations préciser les programmes et les évolutions de votre commune.
Vous pouvez le faire par exemple avec des études de faisabilité, des plans guides ou des études de programmation. Cela va vous permettre d'avoir un regard multithématique sur votre commune pour vous projeter à long terme. Ces études vont vous permettre d'anticiper les dépenses, savoir où avoir de la maîtrise foncière, peut-être déterminer si vous avez besoin d'un accompagnement en ingénierie et enfin maîtriser le développement. Vous pouvez aussi développer davantage d'OAP, d'orientation d'aménagement et de programmation, en lien avec le PLU, dans vos communes. Ces OAP peuvent être sectorielles ou thématiques. Une OAP sectorielle, par exemple, va vous permettre de déterminer sur un lieu donné les accès à cette parcelle, le nombre de logements que vous souhaitez qu'il soit créé dedans. Donner aussi la vocation de la parcelle. Et les OAP thématiques peuvent vous permettre de guider, par exemple, l'aménagement plus global dans vos communes, de continuité verte, encourager à la gestion des eaux de pluie ou maîtriser un peu plus l'implantation du bâti. Ces OAP sont des documents opposables au permis de construire. Il est donc vraiment intéressant de pouvoir s'en servir pour guider les porteurs de projets privés. Vous pouvez aussi voir s'il y a des projets alternatifs qui peuvent se développer dans votre commune. Donc vous pouvez par exemple faire des appels à manifestation d'intérêt, des amis qui ont vocation à identifier des porteurs de projets économiques, des opérateurs économiques qui vont vouloir prendre part dans vos projets. Vous pouvez aussi créer des tiers-lieux. Si vous ne savez pas quoi faire d'un bâtiment vacant, par exemple, vous pouvez y tester les usages. Est-ce que c'est un lieu culturel, un espace de convivialité, un commerce? Et enfin, vous pouvez vous rapprocher des partenaires locaux pour préciser les projets. Par exemple, les CAUE, le Cap Loiret, l'ADIL, le PFLI, la DDT peuvent vous accompagner dans vos projets pour savoir quoi y faire. Donc, j'ai un peu fini avec les outils. Je vais vous rappeler pour conclure les bons réflexes à mener pour revitaliser, les bons réflexes à avoir pour revitaliser et investir les centres-bourgs. Donc tout d'abord, on vous invite à faire un diagnostic local pour comprendre la dynamique de votre commune, savoir s'il y a des zones plus touchées que d'autres par les pertes d'habitants, pourquoi il y a des pertes, est-ce que c'est des pertes d'habitants, de commerce, et de pouvoir s'entourer de partenaires mobilisables, savoir à qui s'adresser pour être accompagné. Ensuite, vous pouvez élaborer une stratégie de projet. Avoir vraiment un regard transversal vous permettra d'avoir une stratégie d'ensemble, autant sur l'habitat, l'économie locale, les services, les commerces, le social ou encore l'amélioration du cadre de vie. Après cette stratégie de projet, vous allez pouvoir prioriser les actions. Est-ce qu'il est plus important de faire le commerce ou de retrouver des habitants? Et donc établir un planning sur les 5, 10, 15 prochaines années pour vous permettre de vous approprier les projets, de financer ces démarches, mais aussi de maîtriser le foncier et de définir la gouvernance du projet. Est-ce que c'est un projet porté par la commune ou par un bailleur privé? Et enfin, vous allez mettre en place ces projets, les construire, mais il faudra aussi veiller à l'appropriation de ces derniers par leurs habitants avec de la concertation, par exemple, et surtout assurer leur pérennité dans le temps. Il y a autant de possibilités de revitalisation que de territoires. Il est donc important d'adapter les démarches, les projets à chaque commune. Adapter les projets au temps long, se laisser du temps pour les faire, comme on l'a vu avec les premiers exemples. Les projets se font en général sur une dizaine d'années de mandat. J'en ai fini avec ce webinaire. Merci beaucoup pour votre attention. Nous avons également travaillé pendant 1 an et demi sur la sobriété foncière et la transition écologique. On a travaillé sur différents sujets, les centres-bourgs, les périphéries et la renaturation. Vous pouvez retrouver toutes nos actions sur le site internet www.sobriété-foncière-loiret.eu. Nous vous renverrons les liens en vous diffusant le webinaire. Nous en avons fini avec ce webinaire. Nous vous proposons de répondre à vos questions posées dans la rubrique Conversation. N'hésitez pas sinon à lever la main si vous voulez parler directement à l'oral.
Nous ouvrirons vos micros pour poser les questions en direct. Merci. Merci. Donc on a déjà une question. L'accompagnement du CAUE peut-il comprendre l'assistance à la rédaction du programme en vue de retenir un maître d'œuvre? Est-ce que tu veux répondre, Benoît? Oui, tout à fait. On peut vous accompagner dans la rédaction du programme, du cahier des charges en vue de consulter une maîtrise d'œuvre. On peut également participer à la réunion technique d'analyse des offres dès lors que le marché, la date du marché a été finalisée. Donc, on peut vous aider à vous accompagner dans le choix de l'équipe retenue. Et ensuite, l'idée, si on a travaillé ensemble au préalable sur la réflexion du projet, il est intéressant de venir à la première réunion du lancement du marché avec le maître d'œuvre retenu pour rappeler ce qui a été annoncé, le travail qui a été fait au préalable avec le CAUE et la collectivité, le groupe de travail, pour que le bureau d'études prenne connaissance de tout le travail qui a été réalisé. Oui, donc il est important qu'on ait travaillé sur le projet, qu'on ait fait un premier conseil avant de vous accompagner sur le cahier des charges. Dans tous les cas, voilà, si vous avez un projet, le CAUE du Loiret est à votre disposition pour vous accompagner dans les projets d'architecture, de paysage ou d'urbanisme, en amont de la réflexion pour voilà, vous aider à formaliser une commande, un programme. Est-ce qu'on a des exemples pour des centres-bourgs de moins de 400 habitants? Je ne pense pas qu'on en ait repéré à l'heure actuelle sur notre site internet. Après, vous pouvez regarder l'Observatoire des CAUE, observatoirecaue.fr, et vous pouvez mettre une sélection du nombre d'habitants dans vos paramètres de recherche. C'est un site développé par les CAUE à l'échelle nationale qui montre des références de projets qualitatifs en cœur de bourg ou intéressants en termes d'architecture, d'urbanisme et de paysage, avec les mêmes informations, la maîtrise d'œuvre, le maître d'œuvre, le coût, l'année et la surface. Donc ça permet à vous de vous projeter aussi, de faire des ratios entre mètres carrés et coûts sur vos projets de bourg. Avez-vous des exemples de projets de tiers-lieux aboutis? Par le passé, on avait fait un programme de sensibilisation, ça s'appelait les mardis, peut-être on va poursuivre, voilà, on verra avec l'équipe, sur ce thème, et on avait visité plusieurs tiers-lieux qui fonctionnaient en milieu rural, notamment en Creuse, à Guéret ou Lavaveix-les-Mines. Et oui, ça a fonctionné sur des toutes petites communes avec un passé patrimonial. Pour Lavaveix-les-Mines, c'était un site minier qui a été saisi, dont la collectivité s'est saisie des lieux pour en faire un tiers-lieu. Donc les habitants s'y retrouvent, c'est un vrai lieu de sociabilisation. Mais on pourra en reparler à l'occasion. N'hésitez pas à nous écrire par mail sur vos sollicitations et nous ne manquerons pas de vous y répondre. Il y a en exemple de tiers-lieu dans le Loiret, à Courtenay, il y a la rue Chéco, en plein centre-ville. À Courtenay, sur un bâti vacant sur la place du village. Nous vous remercions en tout cas pour votre écoute. Nous espérons que ça vous a intéressé, que ces exemples sont parlants pour vous. Nous allons mettre fin à ce webinaire et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous les envoyer par mail. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.